Rencontre avec une émission de Jean-François Soulet, Georges Lens et Frédéric Gelbert. Nous rêvions de rencontrer Jacques Delors. Malheureusement, il vient de mourir à 98 ans. Donc nous nous sommes adressés à Bruno Morin, et qui, dans la continuité de son cours, va nous dire qui était ce grand Européen. Bonjour Bruno Morin. Bonjour. Avant de voir quelle est son œuvre, on aimerait bien connaître l'homme. D'où vient-il ? Alors, c'est intéressant de voir la trajectoire de vie, parce que c'est un homme, finalement, qui n'a pas qu'une seule facette. Quand on a vu les titres des journaux juste après son décès, il n'y a pas très longtemps, bientôt 3 semaines, on voit, ils sont tous unanimes pour dire l'Europe perd un artisan infatigable, Jacques Delors l'Européen, une vie au service de l'Europe, un Européen convaincu, voilà, j'en reprends 3 ou 4, mais qui traduit bien au fond que dans la mémoire de nos concitoyens, c'est vrai que c'est l'Europe qui a été le passage le plus marquant de sa longue vie. Mais il y en a d'autres. Et au départ, finalement, qu'est-ce que moi je retiens ? C'est d'abord un milieu social plutôt simple. Beaucoup de parents avant lui avaient travaillé, mais dans des postes plutôt modestes à la Banque de France. Donc un milieu de fonctionnaires. Oui, voilà, on peut le dire ainsi, mais avec chez lui, finalement, des centres d'intérêt qui étaient assez variés. Au départ, quand il raconte les premières étapes de sa vie, il rêvait d'être metteur en scène, par exemple. Donc le cinéma l'attirait. On ne le voit pas un artiste ? Non, alors c'était plutôt d'en faire jouer que jouer lui-même. Et voilà. C'était un sportif. Il est un grand lecteur de l'équipe, fanatique de vélo, notamment dans son bureau qui était plutôt soigné. Dans les différentes fonctions qu'il a eues, il y avait une vieille bicyclette qui le faisait rêver probablement. Alors c'est ça, de ce milieu, on peut dire qu'après la Libération, il a pu conduire en même temps à la fois des études juridiques, mais sans passer par les écoles les plus prestigieuses, et sa carrière professionnelle. C'est un bourreau de travail, ça c'est évident, quelqu'un qui aimait travailler et qui ne concevait pas la vie sans une activité très très dense. Ça c'est le point très caractéristique. Très jeune, il a eu donc des activités multiples. Il a commencé à travailler jeune. Oui. Il a continué ses études en travaillant. Oui. Et il s'est engagé dans la vie associative. Alors ça, c'est un trait qu'il faut garder en mémoire pour bien se représenter qui était Jacques Delors. C'est quelqu'un qui a été passionné par la vie associative, la vie militante, la vie syndicale. Et dans ses premières années, c'est vrai qu'on le retrouve dans un certain nombre de clubs ou d'associations. Alors on peut penser au plus célèbre Vie Nouvelle, qui était plutôt des chrétiens de gauche, on va dire, très imprégné par la pensée d'Emmanuel Mounier. Emmanuel Mounier, c'est à la fois le personnalisme, c'est-à-dire dans la vie sociale, j'ai ma responsabilité propre, mais qui prend son sens dans une action collective. Et ça, il va le vivre en particulier à la CFTC. C'était l'époque où il n'y avait pas encore eu la séparation entre les deux structures syndicales, avant donc qu'il y ait CFTC d'une part qui garde son appellation chrétienne et CFDT déconfessionnalisé qui va prendre son essor par la suite. Mais il vient de là, au fond. Il vient de cette militance, des relations au sein des syndicats, de cette vie associative très dense, où il était heureux finalement. Ça, c'est un trait caractéristique. Il a vécu l'idéal d'Emmanuel Mounier finalement. Oui, on peut dire ça. On peut dire tout à fait qu'il est une sorte d'illustration. Alors, il ne serait pas content qu'on dise ça parce que c'était quelqu'un de très modeste, Jacques Delors. Mais en même temps, il fait partie de cette génération où Emmanuel Mounier, effectivement, a eu une grande influence auprès des dirigeants syndicaux les plus divers, mais aussi parce que c'était une pensée qui était dans l'air du temps. Pas à la fois la pensée peut-être trop structurée qu'on pouvait retrouver à la CGT ou au Parti communiste, ou les tenants d'un capitalisme davantage libéral. Il trouvait que là, il y avait une sorte de juste voie. Et comment il a fait, lui qui a eu jamais qu'une, je crois, une licence en droit, Oui. c'est ça, pour cette ascension quand même fulgurante, qui l'a mené assez vite à être
conseiller de Jacques Chaban, par exemple. Alors, avant d'arriver à Jacques Chaban, ascension fulgurante, oui et non. Il y a eu un temps, et je crois que ça a été en particulier à travers le poste qu'il a occupé, logique par rapport à ses responsabilités syndicales, au sein du commissariat général au plan, et où il a commencé à s'occuper à la fois de prospective, mais de manière concrète, c'est-à-dire quels moyens on peut mettre en œuvre dans les conditions de l'époque pour essayer d'avancer. Et alors, effectivement, il y a eu ce poste à partir de 1969 qui était curieux parce qu'il était plutôt de gauche, il n'y a même aucun doute là-dessus. Le gouvernement Chaban-Delmas, c'était un gouvernement plutôt de droite. Et ce qui l'a intéressé, c'est que chez Chaban, il y avait une espèce d'idée forte à laquelle, entre nous, il a fortement contribué. C'est le concept de nouvelle société. C'était intéressant parce qu'il a pu mettre en œuvre cette propension qui était la sienne à la négociation sociale. Et également, pour lui, ce qui était le cœur peut-être de l'ascension sociale, c'est-à-dire la formation professionnelle. D'où la loi qui a été votée dans les premières années du gouvernement Chaban, qui est en fait sa loi, si on peut dire. Et oui, il a fait avancer ses idées à ce moment-là. Oui. Mais comment est-ce qu'il est devenu de syndicaliste? On a plutôt l'image de quelqu'un qui est dans les revendications, à cette image d'un technicien de la science économique reconnu et appelé pour ses qualités de connaissances scientifiques dans ce domaine. Oui, alors ça peut être un peu surprenant. Alors, oublions pas ce qu'on a signalé dès le départ, c'est que c'était un bourreau de travail. Bourreau de travail qui lisait énormément et qui s'est à la fois formé dans un nombre d'enceintes qu'on a évoquées, mais également qui a eu l'occasion d'être assez vite reconnu dans ses compétences. Alors qu'il était avec un bagage de départ qu'on va qualifier de moyen, voire modeste, il a été par exemple professeur associé à la plus prestigieuse des universités d'économie à Paris, qui est Paris-Dauphine. Donc voilà. C'est une référence. Oui, qui est une référence. Et il a pu là monter un labo de recherche, travail et emploi, qui correspondait bien l'association de réfléchir et en même temps créer des structures qui font progresser les choses. Alors, comment cet homme rigoureux, d'une honnêteté sans faille, a pu devenir le compagnon de route d'un Mitterrand florentin ambitieux? Oui. Eh bien, je crois que précisément, ce n'est pas une sorte de contrepoint par rapport à la manière dont vous décrivez le président Mitterrand, mais je crois qu'il y a quand même quelque chose, c'est l'habileté politique du président Mitterrand, qui avait besoin de quelqu'un dont la réputation était évidente, d'un homme intègre, d'un homme qui dit la vérité, d'un homme qui se soucie pas d'abord de la communication, autre chose comme ça. Donc ça lui rendait service. Et au moment où un programme, celui à partir de 81, est mis en œuvre, évidemment, le président Mitterrand l'a appelé au ministère des Finances, pensant qu'il avait effectivement l'homme qui convenait dans cette période, qui est intéressante parce qu'à la fois, elle a été, dès les premières années, l'occasion de la mise en œuvre de réformes sur le plan social considérables, mais dans le même temps où, très vite, Jacques Delors est un peu, mais en contrepoint parce qu'il n'était pas encore avec des responsabilités réelles, un petit peu Laurent Fabius, ont bien vu que, quelque part, ce niveau de dépenses publiques n'était pas réaliste. Et à un moment, Jacques Delors a pu faire comprendre au président Mitterrand qu'on allait dans le mur, en clair, que déficit de la balance commerciale, déficit du budget, etc., et qu'il fallait changer de cap. Ça a été la controverse qui est restée relativement fameuse entre Chevènement et Delors sur la sortie du système monétaire. Et c'est Delors qui l'a emporté. Oui, alors avec des relations qui sont intéressantes à observer et pas si évidentes que ça entre le président Mitterrand et lui-même. Je m'explique. Dans cette période-là, le président Mitterrand changeait, on est au tournant 83-84, de Premier ministre. Et avec
Laurent Fabius le décrit bien dans une de ses interviews. Il avait un côté un peu Ramina Grobis qui vient juger les premiers ministres éventuellement qui pourraient être appelés. Et Jacques Delors lui a dit « Monsieur le Président, pourquoi pas, mais je garde la main sur le ministère de l'économie et des finances. » Mitterrand a tiqué et finalement a choisi Laurent Fabius. Plus tard, ils s'en sont expliqués et Mitterrand a dit à Jacques Delors finalement, vous vouliez prendre ma place, assumer les plus grandes responsabilités. Et Jacques Delors a été un peu stupéfait, on dit mais pas du tout, moi je regardais ça en termes de cohérence, parce qu'il fallait prendre un tournant économique et monétaire. Moi, je n'ai pas de prétention de ce côté-là, mais ça me semblait être quelque chose de logique. Si je n'avais pas les cordons de la bourse, bien, on n'aurait pas pu permettre la possibilité pour le pays de se retrouver dans une situation plus saine. Il y avait eu 2 dévaluations déjà qui s'étaient passées. Oui. C'est tout Delors qui n'a pas vraiment d'ambition politique. Non. Alors que Mitterrand, qui lui est un politique, craignait que quelqu'un prenne trop de pouvoir. D'autant plus qu'il n'avait pas été un ministre facile, menaçant de démissionner pour un oui, pour un non. J'exagère peut-être. Un petit peu. Mais oui et non. C'est-à-dire, Jacques Delors, si on veut résumer, parce que la question s'y prête, il n'avait pas véritablement d'ambition pour lui-même. Et autant c'était un analyste fin des relations sociales et politiques, etc., autant le combat politique dans ce qu'il peut avoir, parfois d'excessif, un peu de politicien, c'était vraiment pas son truc. Par contre, Jacques Delors avait une vraie ambition, c'était l'ambition, quand il était ministre des Finances, de remettre le pays sur des rails plus sains en matière financière, et il commençait à s'intéresser à l'Europe. Parce qu'il avait eu... Mais oui, il faut savoir, on ne pense à l'Europe qu'à travers les mandats successifs qu'il a eus à la Commission, de 85 à 95. Mais auparavant, il avait été, dès la première élection du Parlement au suffrage universel, il avait été élu au Parlement. Et il avait une certaine reconnaissance, puisqu'il a été très vite élu président de la Commission économique du Parlement. Et là, il a tissé tout un réseau de relations, de gens avec qui ils étaient un peu sur la même longueur d'onde, qu'ils appartiennent à la démocratie chrétienne ou à la social-démocratie. Il allait un peu regarder des 2 côtés. Et c'est là où il a commencé à comprendre que le devenir de la France, il s'inscrivait dans le devenir de l'Europe. Ça, c'était un point très important. Et c'est là, dans ce que tu viens de dire, qu'on comprend mieux comment est-ce qu'il a été reconnu par les autres membres de l'Europe. Moi, je pensais qu'il était surtout reconnu en France. Et là, apparemment, déjà, ses qualités étaient reconnues hors de France. Et donc, on arrive quand même à une étape majeure. C'est sa désignation à la tête de l'exécutif européen. Absolument. Et là, bien qu'il ne soit pas de la même sensibilité politique, le président Mitterrand et le chancelier Helmut Kohl, c'était des gens qui s'entendaient bien. Et Helmut Kohl, qui était chrétien-démocrate, avait repéré Jacques Delors. Il s'était dit, là, il y a quelqu'un en qui on peut avoir confiance et qui, à la fois, voit juste, mais est un homme d'action pour la construction européenne. Et c'est lui qui aurait, au sommet de Fontainebleau en 1984, dit à Mitterrand, puisque c'est la fin de la période où Jacques Delors a été ministre des Finances, lui disant « Mais dis-moi, tu ne pourrais pas être d'accord pour qu'on propose Jacques Delors à la tête de la Commission ?» C'est venu comme ça. C'est ça qui a été le déclencheur. Alors, Jacques Delors, il a tout de suite mordu, on peut dire, à cette fonction, à la fois parce qu'il avait une grande qualité d'écoute, une grande qualité relationnelle, et qu'il avait progressivement, avec l'ami, son directeur de cabinet, qui sera plus tard aux responsabilités à l'OMC, et dont il était très proche, eu une complicité, mais incroyable, avec le chancelier Kohl.
très étonnantes, oui, des choses qu'on ne sait pas forcément. L'ami raconte avec un peu d'humour en disant on avait pas mal travaillé dans la journée à la commission. Le chancelier Kohl nous envoyait son avion, c'était pas loin pour aller de Bruxelles à Bonn. Et on arrivait à Bonn, on prenait un petit coup de vin de Moselle, et puis un petit casse-croûte, et hop, on travaillait. Et en 1 heure de temps, les questions qui étaient souvent perçues comme difficiles, dans ce petit cénacle, elles étaient résolues. Donc c'est étonnant parce qu'on voit bien que Jacques Delors, c'est un homme de gauche, il avait adhéré au Parti socialiste en France dès 1974. Helmut Kohl, c'était un homme ouvert mais chrétien-démocrate. Et il y a eu un espèce de trio avec Jacques Lamy qui ont fait qu'on retrouve une partie du personnage de Jacques Delors. C'est un homme de relation, mais c'est un homme de proximité. Quand il était au début de la commission, quand il était président, il est allé voir, alors il n'y avait pas 27 membres à l'époque, mais un par un, tous les chefs d'État pour leur dire, comment vous voyez, après le fameux sommet de Fontainebleau, l'Europe se remettre sur pied. Ce qui est étonnant, c'est que cet homme qui avait une réputation d'être intègre, mais un peu raide quand même, est devenu un diplomate exceptionnel. Exceptionnel, oui. Exceptionnel parce que sa raideur ne veut pas dire qu'il n'était pas un homme d'écoute. Si, je crois que tous ceux qui le décrivent disent il était toutes oreilles par rapport à ce qui se disait au sein des commissaires, parce qu'il a formé équipe, c'est pas que lui, et auprès des chefs d'État et de gouvernement. Et le Parlement, alors où il avait pas mal de complices du fait qu'il avait eu l'occasion d'exercer un mandat au Parlement européen. Alors ça, c'est intéressant. Et puis, je crois que ce qui est intéressant aussi, c'est de se replonger un tout petit peu dans le contexte. Il arrive début 85 à ce poste de président de la Commission. Et qu'est-ce qui se passe dans le monde ? Qu'est-ce qui se passe ? D'abord, à l'Est, ça commence à bouger. Alors, souvenez-vous des conférences que donne Jean-François Soulet sur cette période-là, que ce soit en Pologne, avec Solidarność, dans les pays baltes, ailleurs. On sent que l'Europe est en train d'évoluer. Ça, c'est le premier point, et il s'en rend compte très vite. Donc, quelques semaines après son arrivée à la présidence de la Commission, c'est l'arrivée de Gorbatchev au pouvoir. Donc les choses en Europe, c'est plus la même Europe que celle qu'on avait connue pendant le temps de la guerre froide en termes de relations Est-Ouest. Et il y a pas mal de choses qui font avancer également dans le sens, par exemple, de l'ouverture. Début 1er janvier 86, c'est l'Espagne et le Portugal qui rejoignent l'Europe. Donc 2 pays qui avaient connu des régimes autoritaires, avec Franco et Salazar, qui font partie maintenant de la famille européenne. C'est aussi un point qui est triste et qui a marqué évidemment la vie de l'Europe, c'est que c'est le moment où va se passer peu de temps après, le 26 avril 86, l'affaire de Tchernobyl. L'affaire de Tchernobyl, ça veut dire qu'il n'y a pas de relation, un peu quand même. C'est-à-dire c'est le moment où, après une catastrophe de ce type-là, l'Europe a conscience que l'URSS ne fonctionne plus comme avant. Très vite, on va avoir Gorbatchev qui en parle au titre de la glasnost. Il faut être transparent sur ce qui s'est passé. Et donc, dans la tête de Delors, de Lamy et d'autres en Europe, on commence à se dire il y a une Europe demain qui ne sera pas forcément avec le même périmètre et les mêmes acteurs. Mais alors là arrive une grande affaire. C'est l'émancipation de l'Allemagne de l'Est et le projet de réconciliation sur lequel Mitterrand n'était pas fanatique. Oui. Et quelle a été la position de Delors ? Alors peut-être, j'y réponds et puis en même temps on fera un tout petit retour sur le fameux traité de l'acte unique, ce qu'on appelle le grand marché unique, que Delors a beaucoup imprimé. Très important. Oui, très important. Mais déjà, il y avait une inquiétude chez Mitterrand et d'autres dirigeants européens, c'était de se dire, après la chute du mur de Berlin, la réunification de l'Allemagne, de se dire, l'Allemagne, c'est la grande puissance en termes de population, en termes économiques, elle est au cœur de l'Europe au plan géographique. Est-ce qu'elle ne va pas être, en quelque sorte, avoir une sorte de tentation de puissance ? Et là, alors on ne connaît pas toutes les conversations qu'il y a eu entre Delors et Helmut Kohl. On sait juste que Delors a eu quelques phrases lors d'une interview, mais plus tard,
disant que Helmut Kohl, en clair, avait été génial dans la question de la réunification, en acceptant tout à fait la parité alors qu'elle n'existait pas entre le marque de l'Ouest et celui de l'Est, ce qui était évident, en acceptant de consacrer des budgets considérables pour le rattrapage, etc. Et en gardant une certaine capacité propre, c'est-à-dire le système des Länder, de l'État fédéral, n'était pas une manière de tout englober tout de suite trop vite. Donc ça, c'était bon. Il y a dans cette affaire de l'Allemagne quelque chose qui a, je crois, a atténué les appréhensions qu'il pouvait y avoir. C'est très vite le chancelier Kohl qui a dit « Mais l'Allemagne est un pays européen parmi d'autres. L'Allemagne n'a aucune prétention d'exercer un leadership sur l'Europe. » Et ça, c'est tout à fait possible que Jacques Delors, qui avait l'oreille du chancelier Kohl, lui a un peu soufflé, mais ça correspond, je crois, à ce que le chancelier Kohl voulait. Alors, avant cette période-là, il y avait eu quelque chose d'important qui est autour de ce qu'on appelle le grand marché unique ou le traité de l'acte unique. C'est quelle année? Alors, 86, mais le traité de l'acte unique, il a été à la fois très bien préparé et très bien organisé comme étape. Alors il y a un point, là évidemment on est à la radio, mais qui est assez intéressant. Dans toutes les publications qui parlent de l'Europe dès cette période-là, on voit apparaître au centre du schéma institutionnel la Commission. Donc dans les étapes de la construction européenne, le marché unique a marqué une date majeure. Oui. On s'est senti européen à partir de là, quelque part. Oui. Libre circulation, marché, si je ne me trompe pas, des personnes, des marchandises, des capitaux à ce moment-là. Oui, absolument. On est là. Alors, on pourrait penser, mais dès le traité de Rome, qui a mis 10 ans à se mettre en route, on avait déjà la suppression progressive des droits de douane. Mais le grand marché unique, il va beaucoup plus loin en supprimant tout ce qu'on appelle des barrières techniques. Jacques Delors racontait en boutade que pour un camion qui passait d'un pays européen à l'autre, il fallait pratiquement une demi-journée pour les formalités douanières et administratives. Je te coupe, c'est ce que vivent les Anglais en ce moment. Voilà, donc que ça ne collait pas, quoi, qu'il fallait avoir un véritable espace européen. Alors ça là-dessus, la Commission, c'est vrai, a joué un grand rôle et il y avait un certain consensus pour assumer ce rôle-là. Alors quand on voit la Commission un peu au centre des institutions européennes, avec le Parlement, le Conseil de l'UE et le Conseil européen, finalement, cette représentation-là, elle est juste. C'est-à-dire que la Commission, c'est un peu le moteur de l'Europe, on va dire, au quotidien. Alors, à l'époque, Jacques Delors lui a donné effectivement toutes ses attributions. Parce que dans les traités, ça existe. Mais quand on regarde les textes, on nous dit la Commission, d'abord, elle représente l'intérêt général de l'Union. C'est son job. Alors c'est dit en termes généraux, mais elle a le monopole de l'initiative législative. C'est-à-dire c'est la Commission qui présente... Limité quand même, législatif. Alors, oui et non. Son rôle, c'est de présenter des propositions, après qui vont être votées par le Parlement et par le Conseil. Il peut présenter des propositions qui n'ont pas été validées par les chefs de gouvernement ? Oui, mais sachant que les grandes lignes sont données par le Conseil européen qui donne un cap. Mais la Commission a le monopole. C'est elle, et c'est elle-même des commissaires qui vont présenter devant le Parlement telle évolution de la politique agricole commune ou autre. Et c'est elle qui met totalement en œuvre l'exécution des décisions et qui met en œuvre le budget. Donc, c'est vraiment l'organisme exécutif au sens du travail quotidien. Elle est responsable devant le Parlement, donc ça veut dire aussi que le Parlement a un rôle pour superviser le travail. La commission peut être renversée. Alors ça ne s'est pas produit dans l'histoire à cette période-là, mais juridiquement, oui, il pourrait y avoir une possibilité.
Et enfin, on en a pas mal parlé ces derniers temps, elle est gardienne des traités. Alors ça paraît un terme un peu vague, mais lorsque, à la suite des traités qui sont plus loin, dont on ne parlera pas aujourd'hui, comme le traité de Lisbonne, a été prévu que certains crédits qui peuvent être octroyés à des pays européens peuvent tout à fait être suspendus dans la mesure où tel pays ne respecte pas les normes de l'Europe, par exemple, en termes de respect de la séparation des pouvoirs avec le judiciaire. C'était le cas du temps du PiS, heureusement qu'il n'est plus en pouvoir en Pologne. C'est le cas avec la Hongrie, avec Orban. C'est-à-dire, Ursula von der Leyen dit mes bons amis, vous savez, les sous, si vous voulez les avoir, il faut changer votre manière de fonctionner par rapport à la liberté de la presse, par rapport à tout ça. Donc la Commission, en réalité, quand on y regarde de près, elle a des pouvoirs extrêmement étendus. Et Jacques Delors, sans qu'on puisse dire il a été au-delà de ses attributions, lui a donné un peu, je ne dis pas ses lettres de noblesse, mais lui a donné effectivement toute sa place et tout son rôle. Alors, les 4 libertés du traité de l'acte unique, tu les as rappelées, j'y reviens pas. Il y a quelque chose sur lequel j'ai envie de revenir et qui correspond bien à l'esprit de Delors, qui a joué encore une fois un rôle important dans cette préparation du traité. C'est ce qu'on appelle les fonds structurels. Alors qu'est-ce que ça veut dire, ce jargon? C'est de l'argent de l'Europe qui est destiné, avec le Fonds social européen et le FEDER, destiné aux régions qui sont en retard de développement et qui sont destinées à des catégories de publics qui, au plan social, peuvent traverser des difficultés. Le Fonds social européen joue un rôle important en matière de formation continue, par exemple. Et pour les fonds structurels pour les régions en retard de développement, voilà, l'Espagne et le Portugal qui rentraient dans l'Europe en ont assez largement bénéficié. L'idée qui était présente dans ces traités et où, encore une fois, Delors a joué un grand rôle, c'est de dire on ne peut pas avoir une Europe de riches et une Europe qui court après en retard de développement. Et ça, c'était une idée tout à fait intéressante et qui est fort bien passée. Et puis, pour en terminer avec l'acte unique, il y avait une question de méthode. Une question de méthode, c'était si on faisait tout avec l'unanimité, même si on était moins nombreux à l'époque, ça allait poser problème. D'où c'est l'introduction de nouvelles normes de procédure pour que pas mal de domaines deviennent des actions qui soient décidées à la majorité qualifiée, ce qui était plus raisonnable, parce qu'à l'unanimité, il peut y avoir toujours quelqu'un qui trouve à redire. Madame Thatcher. Alors exactement, Madame Thatcher. Alors, c'est assez amusant, parce que Delors, qui avait beaucoup de bonnes relations avec tous les dirigeants européens, il n'aimait pas beaucoup Mme Thatcher, et on le comprend. Et alors, c'était souvent la bagarre. Mais sur le fond, c'est très intéressant à observer. Mme Thatcher, pour elle, n'existait que des chefs d'État ou de gouvernement. Jacques Delors et la Commission, c'était des fonctionnaires qui font ce qu'on leur dit de faire. Point. Et on voit tout l'hiatus parce que derrière, il y a la version Europe intergouvernementale, les chefs d'État. Et de l'autre côté, du côté de la Commission, il y a une Europe qui cherche à aller dans un sens beaucoup plus fédéral, on va dire, et d'initier un certain nombre de domaines où c'est la Commission qui initie les avancées. Alors ça, c'est très intéressant et c'est pour ça que il n'y avait pas un grand amour entre eux. Mais Mme Thatcher n'était pas forcément bien perçue auprès de ses collègues non plus. Mais cette position est quand même un peu délicate. Est-ce que le rôle de la Commission, qui a été majeur avec Delors, ne dépend pas beaucoup de la personnalité et de la façon dont elle est reconnue, de cette personnalité qui est à la tête de la Commission? Oui, on peut le dire. Et ça, c'est un jugement qui concerne que moi, mais je peux dire qu'on n'a pas eu de très grands présidents de commission pendant l'histoire européenne, à l'exception bien sûr de Jacques Delors, et je le dirais aussi dans une certaine mesure pour Ursula von der Leyen, au point d'ailleurs que certains toussent un peu par rapport à un certain nombre d'initiatives, notamment en termes de politique extérieure et de sécurité, trouvant qu'elle en fait un peu trop, à la limite, les successions de voyages à Kiev, etc. Mais
au fond, elle est dans la logique de ce qu'est véritablement par sa nature et par le droit une commission. Et on voit d'ailleurs que, en plus, après, il y a eu ce fameux traité de Maastricht qui a fait couler beaucoup d'encre. C'est dommage, on garde le souvenir uniquement des critères de Maastricht en se disant, ah voilà, il ne faut pas avoir plus de 3% de déficit budgétaire, il ne faut pas que la dette publique excède 65% du PIB. C'est une vision tout à fait étriquée. La vraie avancée de Maastricht, c'est une avancée politique. C'est ça qui compte d'abord. C'est... Bon, on a des domaines avec Maastricht où on reconnaît l'Europe des citoyens. Alors, ce n'est pas uniquement le symbole sur le passeport, mais ça veut dire que dès qu'on a une citoyenneté nationale, on l'a aussi dans l'Europe. On a le droit de résider dans le pays que l'on veut. On a également... des possibilités de voter dans un autre pays que le sien pour les élections municipales et européennes. Bref, il y a quelque chose qui est de l'ordre politique et qui est effectivement intéressant à observer. Donc Delors a participé à cette mise en place. Ah, ô combien. Mais ce qui m'étonne, c'était quand même quelqu'un qui venait de la gauche, c'est quelqu'un qui était attaché au progrès social. On renvoie à Maastricht une entente sur des problèmes économiques, une convergence économique et rien sur la politique fiscale et sur la politique sociale. Et qu'est-ce qu'il en pensait Delors de ça ? Il en pensait par pragmatisme qu'il ne convenait pas d'aller vers là où les États ne voulaient pas aller. Donc il disait qu'il y a un facteur temps qu'il fallait regarder. Qui n'est pas encore comblé. Oui, on peut le dire, avec quand même des petites avancées, par exemple pour l'impôt sur le droit des sociétés au minimum de 15%, qui ne s'est pas décidé d'ailleurs dans le cadre européen, mais dans le cadre de l'OCDE. Mais chez Delors, je crois que ça ne serait pas juste de dire finalement que c'était un pur libéral, finalement c'est une Europe des marchés et rien d'autre. Le triptyque de la pensée de Delors, ça c'est important, il l'a rappelé plusieurs fois et les auteurs qui parlent de lui, c'est la compétition qui stimule. Alors ça c'est bien, effectivement, une Europe économique, oui. Mais ça c'est que le premier axe, il y en a deux autres. Le deuxième, c'est la solidarité qui unit, d'où les fonds structurels par exemple. Et c'est la coopération qui renforce, avec parfois des difficultés, y compris au sein de la Commission. Je prends un exemple. La coopération qui renforce, si on prend un exemple concret au plan économique, c'est Airbus. Voilà une coopération qui renforce tout le secteur aérien européen. D'accord ? Mais qui ne vient pas de la Commission européenne ni de Bruxelles. Alors oui et non. Oui et non, c'est que dans la mesure où on veut faire des structures par la voie des entreprises, c'est le rôle des domaines d'activité qui iraient dans le même sens, dans le domaine ferroviaire, par exemple, entre Siemens et Alstom et d'autres, il y a un certain penchant de certains commissaires de dire « oui, mais attention, là, les positions monopolistiques ne conviennent pas ». Donc là, il y a du débat, y compris au sein de la commission, de profils comme Mme Verhaegen qui était... Et alors Delors, quel rôle il jouait là ? Il était relativement libéral, ce syndicaliste de gauche. Je ne crois pas. Je ne crois pas parce qu'on a chez lui toute l'avancée pour les publics, ce que j'ai dit tout à l'heure à propos du Fonds social européen, en termes de rattrapage de régions en difficulté. Et pour lui, ce qui était la ligne de force, c'était d'avancer dans le sens d'une Union européenne efficace. Puisqu'aussi avec Maastricht, on n'est plus dans la CE, on est dans l'Union européenne. Le changement de vocable est important. Oui. Et donc là, on a quelque chose où on va voir peut-être de manière, c'est assez typique ce qui s'est passé pour l'euro. Et puis peut-être après, il faudra
rendre l'émission. On ne pourra pas tout faire peut-être aujourd'hui. Mais sur l'euro, alors que Jacques Delors, parce que c'est les grandes étapes de l'Europe à cette période, ça a été certainement le marché unique et après la préparation de l'euro. Est-ce qu'il a joué un rôle? Est-ce qu'il était partisan de l'euro? Ô combien, c'est lui qui avait été nommé à la présidence du comité pour préparer le passage à la monnaie unique, parce qu'on savait que son autorité était grande, et que dès lors que c'était Jacques Delors qui menait les débats, les procédures, les discussions, il y avait des chances d'aboutir. Et alors, là-dessus, ce qu'on peut voir, c'est que l'astuce de Jacques Delors, ça a été, on pourra en terminer par là. J'ai une dernière question importante à poser. C'est qu'il ne fallait pas rendre la question de l'adhésion à l'euro obligatoire pour tous les pays. Et que ceux qui avaient envie d'aller de l'avant, et qui s'en réjouissent, parce qu'après ça a permis une stabilité monétaire très grande, c'était les volontaires. C'était les volontaires. Et d'autres ont rejoint, si bien qu'aujourd'hui, sur les 27, il y en a 20 quand même qui sont adhérents à l'euro, qui font partie de l'euro. Alors, beaucoup de discussions avec nos amis allemands, parce que ils étaient habitués à un Deutschmark stable, fort, etc. Et là, il y a un personnage qui est Jacques Delors qui a joué un grand rôle pour leur faire lever leurs appréhensions. Et plus tard, quand on verra tout le rôle de l'euro, notamment pendant la crise des subprimes 2008-2010, c'était ce président, avant Christine Lagarde, de la Banque Centrale Européenne, qui est Mario Draghi, lui qu'on a appelé Super Mario, qui a été un homme de génie remarquable. Donc voilà, ça, quand ça s'est mis en route, 1er janvier 1999, Jacques Delors n'était plus président de la Commission. Mais tout le travail à l'amont, oui, c'est son équipe qui y a très largement contribué. Donc il a participé à toutes les grandes étapes de la construction européenne. Et on se trouve en décembre 1994. Il est le grand favori de l'élection présidentielle. Je me souviens encore de cette émission avec Anne Sinclair, où il détaille un programme de président fabuleux. On disait bravo. Et à la fin, il dit « je ne me présenterai pas ». Quelle surprise. Est-ce que c'était pour les gens qui le connaissaient une surprise? Je ne peux pas répondre à la question. Il y avait très peu de personnes qui étaient dans la confidence. Je crois qu'il y avait sa fille, Martine Aubry. Mais en même temps, je crois qu'il y a des choses dans la décision de Jacques Delors à ce moment-là qu'il ne faut pas oublier. La première chose, c'est que se battre dans l'arène politique, on l'a déjà dit, c'était pas trop son truc. Et lui, ce qu'il voulait, c'est si il se présentait à la présidence de la République, c'est d'avoir une majorité stable et assez grande, qui aille depuis le Parti socialiste, bien sûr, jusqu'au centre, disons le centre façon Bayrou. Or, Bayrou, qui était plutôt pro-européen, mais qu'est-ce qu'il a fait quelques semaines avant? C'est de dire pour ces élections, eh bien, mon parti, qui n'était pas énorme, ce Modem, se présentera on prendra position en faveur de Balladur. Donc la droite. Ça, c'était le premier point. Donc dans la réflexion de Jacques Delors, de dire, mais y compris au sein de personnes qui ont un volontarisme européen, eh bien, les voix vont s'éparpiller et dans la conduite des affaires, va être très compliqué. Il y a un deuxième point que Pascal Lamy a parfois évoqué et qui me semble important, c'est que par tradition, la Ve République a généré un régime de quasi-monarchie républicaine. Et ça, c'est quelque chose dont Jacques Delors avait horreur. C'est-à-dire alors, si on revient même à notre aujourd'hui, c'est encore plus net avec le président Macron, mais c'est à l'antipode du mode de fonctionnement et des valeurs de Jacques Delors. Ces valeurs, elles n'étaient pas là. Elles étaient dans le fonctionnement d'équipe, dans l'écoute, dans la prise de décision après avoir recueilli tous les points de vue, etc. Et s'engager dans une forme de monarchie républicaine, il n'en voulait absolument pas. Eh bien, un grand merci pour nous avoir
illustrer le parcours d'un homme exceptionnel et original. Oui. Merci, Bruno.